Monsieur le secrétaire perpétuel, cher Daniel, Monsieur le Président, cher Julien, Mesdames, Messieurs, chers amis, la santé n'est pas au cœur des préoccupations des personnes les plus pauvres, des précaires. Ils sont les exclus de la santé. Exclus, car, et nous y reviendrons avec Vincent Beaugrand, environ 2/3 des ayants droit n'ont pas accès à l'aide complémentaire santé et environ 1/3 des ayants droit n'ont pas accès à la CMU-C. Exclus, car le cheminement dans notre système de soins leur est rendu impossible par sa complexité, son opacité, son étrangeté de fonctionnement. Exclus, car les actions de prévention ne les atteignent que mal et rarement. Enfin, notre société utilise même la santé, par la détermination hasardeuse de l'âge osseux, pour exclure des enfants mineurs isolés étrangers de leurs droits universels concernant leur protection. La santé n'est pas au cœur de préoccupations de l'ensemble de ces populations, car ils ont bien d'autres problèmes à résoudre, et pourtant leur vie en bonne santé est souvent leur seul capital. Voici les thèmes dont nous allons débattre aujourd'hui, et pour les analyser et pour proposer les évolutions nécessaires à nos consciences, à nos actions, à l'ensemble de nos concitoyens et au pouvoir public. La santé des exclus, mais la santé de façon très générale, doit être présente dans toutes nos actions. Pas seulement la santé, mais la santé au milieu de toutes les actions. Une pincée de santé dans toutes nos actions, comme aimait à le dire Jacqueline de Chambray. Alerter est l'une des missions communes de l'Académie nationale de médecine et du Secours populaire français. Alerter la population, alerter les pouvoirs publics. Aujourd'hui, nous alertons ensemble, Académie, Secours populaire, sur les problèmes de santé, sur l'exclusion de près de 10% de la population de l'un des meilleurs systèmes de santé du monde. Organiser un tel colloque entre l'Académie de médecine et le Secours populaire français n'a pas été très facile. Mais on y est arrivé, et je remercie vraiment ces deux institutions auxquelles j'ai l'honneur d'appartenir de m'avoir si grandement soutenu. Merci à leur structure, merci à Susanna Henriquez, à Marielle de Vries, merci aux équipes de l'Académie de médecine, merci à Nicole Priolo. Merci à toutes les associations qui ont accepté de venir, avec lesquelles nous travaillons, nous devons renforcer nos liens. Merci à tous les intervenants très occupés. Le temps de cette journée nous est compté, donc je ne vais pas être plus long. Je voudrais simplement remercier de façon tout à fait spéciale Jean-Claude Amezen, qui, au pied levé, de façon très récente et malgré un emploi du temps particulièrement chargé, a bien voulu accepter de venir introduire cette journée. Merci beaucoup. Bonjour, merci pour cette invitation et pour cette importante initiative. Le Secours populaire a 70 ans et la sécurité sociale a 70 ans. Et malheureusement, comme ça vient d'être rappelé, une partie de la population est exclue ou a un accès extrêmement difficile aux soins et aux traitements. Et nous vivons une forme de paradoxe parce que les urgences sont pour une partie de la population le dernier recours en cas de problème qui n'a pas pu être traité dans la médecine de ville. Et puis pour une autre partie de la population, c'est le premier recours parce qu'il n'y a pas d'insertion dans le système de soins. Et comme ça avait été rappelé, la première cause de mortalité, toute cause confondue de cancer dans notre pays, c'est le niveau socio-économique qui entraîne un retard de diagnostic et donc un retard de traitement et donc un pronostic désastreux. Il y a dans ce système de solidarité, il y a quelque chose d'assez choquant qui est non seulement l'exclusion d'une partie de la population, la très grande difficulté d'accès aux soins et aux traitements, mais il y a le fait que ce qui permet ou devrait permettre cet accès est parfois aussi utilisé comme un instrument de discrimination et d'exclusion. Et donc le paradoxe que la couverture maladie universelle est parfois utilisée par des médecins pour refuser en ville de voir des patients. Donc je crois qu'il faut repenser notre système de solidarité, repenser d'ailleurs je pense dans sa complexité, sa tendance à étiqueter particulièrement
les personnes. Et en fait, désigner quelqu'un comme étant un assuré particulier, précaire et pauvre, c'est pas forcément lui rendre service, c'est aussi éventuellement favoriser des discriminations. Donc comment faire pour inscrire toutes les personnes dans des modalités simples d'accès aux soins qui ne soient pas éventuellement stigmatisantes. Alors, l'accès aux soins et aux traitements, quand on parle d'accès aux soins, c'est surtout les traitements. Nous sommes un pays, et ça je pense qu'il faut le repenser aussi, nous sommes un pays de traitement. Vous savez que nous avons un des budgets de santé publique les plus élevés du monde, mais que 95% de ce budget est consacré au traitement et 5% à la prévention. Donc, nous dépensons beaucoup pour réparer, nous dépensons très peu pour prévenir. Et dans si je m'éloigne un instant de la question de la pauvreté pour aborder la question de la précarité et de la vulnérabilité de manière générale, cette conception du traitement et de la réparation me semble axée sur des traitements capables de changer le cours des choses, c'est-à-dire d'entraîner une guérison. Et notre médecine a beaucoup de mal à soigner, à accompagner et à traiter quand il n'y a pas de possibilité de changer le cours des choses. Un seul exemple sur lequel le Comité consultatif national d'éthique a beaucoup travaillé ces 2 dernières années, les soins palliatifs. L'accès de tous aux soins palliatifs est inscrit dans la loi depuis 1999. 80% des personnes qui en auraient besoin n'y ont pas accès. Les soins palliatifs, évidemment, c'est pas une entreprise médicale dans laquelle on guérit. C'est une entreprise médicale dans laquelle on soulage la douleur, la souffrance et on accompagne humainement. Donc je crois une difficulté à accompagner les situations de vulnérabilité, de précarité, quelle qu'en soit l'origine, et une focalisation sur des traitements qui changent le cours des choses. Alors c'est vrai pour les personnes en fin de vie, qui est une des situations de vulnérabilité la plus extrême, si ce n'est la plus extrême, mais c'est vrai aussi pour les personnes atteintes de maladies psychiatriques graves. Nous avions été surpris lorsque nous avons fait un avis sur santé et médecine en prison il y a quelques années de remarquer que beaucoup de personnes atteintes de maladies psychiatriques graves sont soit dans la rue, soit en prison. On était effrayés du nombre de personnes atteintes de schizophrénie qui étaient enfermées en cellule. Donc une difficulté là encore à accompagner des personnes qu'on ne peut pas guérir, mais dont on peut faire que leur vie soit plus facile et plus ouverte et plus supportable. Un dernier aspect sur ce point, parce que je suis frappé en termes de solidarité. Nous avons inventé il y a quelques années une nouvelle catégorie de personnes qu'on a appelée les personnes dépendantes. Donc nous sommes une nation dans laquelle tout le monde est indépendant, sauf une catégorie de personnes qui sont ceux qui ont plus de 60 ans et celles qui ont plus de 60 ans et qui ont une maladie ou un handicap. Quand on dit dépendant, on dit ayant plus besoin des autres que les autres. Donc, ayant plus besoin de solidarité. Or, paradoxalement, la solidarité s'exerce moins vis-à-vis des personnes âgées de plus de 60 ans, malades ou handicapées, que vis-à-vis des personnes plus jeunes. Je m'explique. Si je suis paraplégique ou atteint d'une maladie chronique et que j'ai moins de 60 ans pendant toute ma vie, la collectivité prendra en charge les soins et l'hébergement. Mais si ma paraplégie ou ma maladie se déclare après l'âge de 60 ans, l'hébergement sera à ma charge ou à la charge de la famille. Et donc, de manière très bizarre, des personnes désignées comme ayant plus besoin de solidarité que les autres se retrouvent avec un manque différentiel de solidarité. Un dernier point qui recoupe la question de la pauvreté et la question de la maladie et du handicap, l'allocation adulte handicapé dans notre pays est sous le seuil de la pauvreté. Ce qui veut dire que la solidarité s'exerce en maintenant des personnes handicapées sous le seuil de la pauvreté. Donc je crois qu'il y a un véritable effort, indépendamment des questions spécifiques qui touchent la pauvreté, il y a un effort à faire pour voir comment notre médecine peut véritablement accompagner les personnes qui sont dans un état de vulnérabilité, quelle que soit la cause de cette précarité et de cette vulnérabilité. Dans un avis que le comité avait rendu en 2007, si ma mémoire est bonne, et qui considérait qui considérait les questions éthiques liées à des situations de handicap, nous écrivions en conclusion qu'une société qui est indifférente à la souffrance et au dénuement des personnes, enfants et adultes, les plus vulnérables,
et qui les exclut en raison même de leur vulnérabilité est une société qui perd son humanité. Donc je pense que dans le cadre même de la médecine, repenser nos modalités d'accès aux soins, de prévention, de traitement et d'accompagnement est quelque chose d'important. Maintenant, il y a aussi le fait que, et c'était souligné tout à l'heure, la médecine ne peut pas tout. Quand des personnes sont dans la rue, quand des personnes n'ont pas assez à manger, eh bien la médecine peut soigner, traiter, mais elle ne peut pas changer par elle-même les causes de ces souffrances ou de ces maladies. Et donc il y a une question qui est une question sociétale au sens très large du terme. Mais la médecine peut informer, renseigner, étudier, alerter et demander que des changements sociaux soient faits qui touchent directement la santé. La pauvreté, mais la précarité aussi, la précarité sociale, a un effet, on a été assez... C'est une réalisation assez tardive en France par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre ou d'autres pays anglo-saxons ou le nord de l'Europe. Les travaux de Michael Marmot, les études Whitehall ont montré depuis très longtemps ce qui a été appelé un gradient socio-économique de santé. L'extrême pauvreté rend malade, mais des disparités, des inégalités socio-économiques et culturelles ont aussi des effets en termes de maladies, de mort, d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé. Même dans notre pays, c'est pas une constatation récente. Le Haut Conseil de santé publique, en 2002, je crois, signalait que les écarts de santé dans notre pays doivent plus aux déterminants socio-économiques de la santé qu'aux variables de l'offre de soins. Donc l'accès aux soins est quelque chose d'essentiel, mais la lutte contre la pauvreté et les inégalités est quelque chose par soi-même qui a des répercussions importantes pour la santé. Je disais que la précarité rend vulnérable, nous le savons. Le drame de la canicule en 2003, c'est qu'il y a deux populations qui physiologiquement, deux âges où on est physiologiquement extrêmement sensible à la chaleur et à la sécheresse, c'est quand on est nourrisson et quand on est âgé. Aucun nourrisson apparemment n'est mort pendant la canicule parce qu'on s'en occupait, et des personnes âgées qui étaient dans un état de désinsertion relative sociale sont mortes. Donc la chaleur a tué, mais la chaleur a tué les personnes qui n'étaient pas accompagnées. Elle n'a pas tué les nourrissons. Un autre exemple, on le sait au niveau mondial, les catastrophes, l'ouragan Katrina, le tremblement de terre de Haïti, touchent non pas indistinctement toutes les personnes, mais sélectivement les personnes qui sont les plus fragiles, soit parce qu'elles sont malades et handicapées, soit parce qu'elles sont pauvres. Mais c'est vrai aussi dans notre pays. Un article qui a été publié en juillet de cette année, une étude réalisée par l'INSERM et l'École de santé publique de Rennes, dans PLOS ONE, indique, a étudié 80 000 décès sur une période de plusieurs années et a regardé qui mourrait dans les jours qui suivaient un pic de pollution à Paris. C'est tous les quartiers de Paris. Vous savez que la pollution de l'air, le Sénat estime qu'elle tue 40 à 45 000 personnes par an. Elle tue 8 millions de personnes dans le monde chaque année, donc c'est un problème de santé publique majeur. Et a priori, comme une infection, comme un tremblement de terre, comme la chaleur, ça tue ceux de manière indiscriminée. Cette étude montre que les personnes qui habitent les quartiers pauvres de Paris meurent plus dans les jours qui suivent un pic de pollution que les gens qui habitent dans les quartiers plus aisés. Et les pics de pollution ne sont pas plus élevés dans les quartiers pauvres de Paris que dans les quartiers aisés. Donc on retrouve cette notion d'une vulnérabilité particulière à tout ce qui peut agresser la vie chez les personnes qui sont déjà dans un état de pauvreté ou dans un état de précarité et de vulnérabilité. Et nous savons que ce qui se passe pendant l'enfance et la petite enfance s'imprime de manière beaucoup plus importante, et c'est vrai en termes de santé, c'est vrai en termes de maladie ou de développement futur de maladie, que lorsque ça atteint l'adulte. Et je vous rappelle que nous avons dans notre pays 3 millions d'enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, dont un tiers a moins de 6 ans, l'autre tiers a entre 7 et 12 ans, et que 450 000 enfants sont passés sous le seuil de la pauvreté depuis la crise économique de 2008, entre 2008 et 2012. Donc il y a une dimension non seulement
sociétale de vulnérabilité et de précarité, mais il y a aussi une dimension d'âge. La convention de l'ONU que nous avons ratifiée sur les droits des enfants s'applique et devrait s'appliquer non seulement aux réfugiés, non seulement aux Roms, mais aussi aux enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté, à tous les enfants qui vivent sous le seuil de la pauvreté dans notre pays. Et donc je crois que ces éléments sont importants. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avait mis en place une commission qui avait été présidée par Michael Marmot et par l'économiste Amartya Sen, qui a rendu son rapport en 2008 et qui s'intitule « Déterminants sociaux de la santé ». Et je crois que cette notion que les maladies n'ont pas que des causes biologiques et des conséquences sociales, mais qu'elles ont aussi des causes sociales, économiques, culturelles, est une notion importante que nous avons parfois tendance à oublier. Nous avons une médecine de pointe, nous avons une médecine extraordinaire qui est capable de sauver des vies. Nous avons une médecine qui de plus en plus fait appel à de l'imagerie et à des examens complémentaires. Et les causes sociales des maladies s'impriment longtemps avant qu'on puisse en détecter dans le corps des traces par l'imagerie ou par d'autres examens. Donc je dirais que cette focalisation sur l'examen du corps nous fait oublier des causes qui sont liées à la manière dont nous organisons notre façon de vivre ensemble et pas initialement d'ordre biologique. Il y a plus de 150 ans, le médecin français Viermet était un des premiers, c'était le début des statistiques, à souligner que non seulement la maladie rend pauvre, mais que la pauvreté rend malade et entraîne la mort prématurée. Et à peu près à la même époque, le grand biologiste et médecin Rudolf Virchow, le père de l'anatomopathologie, disait que la mission d'un médecin ne devrait pas être simplement de soigner, mais de se faire l'avocat des pauvres. Et donc je crois que la médecine peut jouer un rôle extrêmement important, non seulement dans ce qu'elle peut faire en matière d'accompagnement, de soins et de traitement, mais dans la façon dont elle peut modifier la manière dont notre société se comporte et considère encore une fois que la pauvreté, la précarité et la vulnérabilité devraient être un facteur d'inclusion et d'accompagnement et non pas un facteur d'exclusion, d'isolement ou de discrimination. Vous savez que sont mis en place actuellement à l'ONU ce qui a été appelé les objectifs de développement durable, dont l'un des buts est de libérer l'humanité de la tyrannie de la pauvreté et du dénuement. C'est vrai au niveau du monde, où dans certains pays ce sont des tragédies considérables, mais c'est vrai aussi en ce qui concerne notre pays, et ça dépasse sans doute le cadre de la pauvreté. L'économiste Amartya Sen disait il y a quelques années, qu'est-ce qui devrait nous tenir éveillés la nuit? Les tragédies que nous pouvons éviter et les injustices que nous pouvons réparer. Je crois que la réparation et la prévention des injustices est une des façons d'assurer et de préserver la santé de chacun. Merci.